Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le décodage complet de l'une des annonces les plus attendues de l'année dans le monde de la technologie. Voilà, la citation de Sam Altman met la barre très haut. OpenAI vient tout juste de lancer GPT-5 et la promesse, vous l'entendez, elle est immense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, pour moi, au quotidien? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire là, tout de suite? Allez, on attaque. Une nouvelle ère, c'est le titre de cette section, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ce lancement, qu'est-ce qu'il change en profondeur par rapport à ce qu'on connaissait avant? Alors la grosse nouveauté, c'est ce concept d'IA unifié. Fini le modèle unique. Imaginez, vous lui posez une question et en coulisses, GPT-5 va décider tout seul s'il a besoin de, disons, réfléchir longuement pour un problème compliqué ou de vous répondre au tac pour une question simple. C'est un peu comme s'il avait deux cerveaux, un rapide et un plus posé. Juste un petit rappel pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. La technologie GPT, ça ne date pas d'hier, hein. C'est ce qui a tout changé en 2018. En gros, c'est l'idée de donner des bibliothèques entières de texte à une IA et de lui dire « débrouille-toi, apprends ». Et ça a marché, bien au-delà de toutes les espérances. Et quand on regarde cette chronologie, c'est vertigineux. Regardez-moi cette accélération. 2018, GPT-1. Et hop, chaque nouvelle version n'est pas juste une petite amélioration, c'est un bond de géant. GPT-5, lui, ne se contente plus d'être meilleur, il vise carrément un autre niveau, celui de l'expert. Ok, plus rapide, plus intelligent, c'est bien joli sur le papier. Mais dans les faits, ça veut dire quoi? Allez, on va laisser parler les chiffres, vous allez voir, c'est assez éloquent. Ce chiffre, 74,9%, ça peut paraître abstrait comme ça, mais imaginez. Sweetbench, c'est un peu les Jeux Olympiques du codage pour les IA. On leur donne des problèmes de programmation bien tordus, des vrais, tirés de GitHub. Et là, GPT-5 en résout correctement près des 3/4. C'est juste énorme. Et ce graphique, il met tout ça en perspective. On voit que GPT-5 n'est pas juste bon dans son coin. Il se tire la bourre avec les meilleurs, comme Claude, et il arrive à passer juste devant. Sur ce genre de tâches ultra complexes, chaque dixième de point est une victoire. C'est vraiment un exploit. Mais pour moi, la vraie révolution, elle est là. Le taux d'hallucination. Vous savez, c'est quand l'IA invente complètement une réponse. On passe de plus d'une réponse sur 5 qui était fausse avec les anciens modèles à moins d'une sur 20. C'est un pas de géant. Ça veut dire qu'on peut enfin commencer à lui faire confiance pour des choses sérieuses, des applications critiques. Et ce ne sont pas que des chiffres, hein. Les gens qui l'ont testé en avant-première, comme les équipes de Cursor ou de Vercel, sont unanimes. Ils ne disent pas juste « il est plus performant », ils disent « il est plus intelligent, plus agréable à utiliser ». Il a une personnalité, on sent qu'on passe de l'outil à autre chose. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Vous êtes développeur ou simplement curieux. Comment est-ce qu'on met les mains dans le cambouis avec cette nouvelle bête de course? Alors, voilà un duo qui semble déjà s'imposer. D'un côté, on a Cursor qui va servir de crayon pour générer le code ou les fameuses spécifications d'API avec GPT-5, et de l'autre, HappyDog qui va jouer le rôle de l'inspecteur des travaux finis pour vérifier que tout ce qui a été généré est solide et fonctionnel. Concrètement, ça se passe comment? C'est presque trop simple. On installe l'outil Cursor en une ligne de commande, on s'identifie. Ensuite, l'étape la plus importante, on écrit une invite, une instruction très claire, du genre « crée-moi le fichier de configuration pour une API qui fait ça et ça ». On lance la commande et paf, on a notre fichier. Une petite vérification et c'est tout, de l'idée à la base technique en quelques minutes. Et la deuxième étape, c'est de prendre ce fichier et de le donner à manger à HappyDog. Lui, il va automatiquement comprendre comment votre API fonctionne et proposer des tests. On peut même créer des scénarios complets. Et c'est là que la boucle est bouclée. L'IA génère, un autre outil teste. Le bien de temps pour prototyper quelque chose est juste phénoménal. Bon, on arrive à la question qui fâche. Ou qui réjouit, ça dépend. La question du portefeuille. Combien ça coûte, tout ça? Alors là, il faut bien comprendre qu'il y a deux mondes. D'un côté, il y a ChatGPT, le site web que tout le monde connaît avec ses abonnements. Là même, en version gratuite, on pourra toucher un peu à GPT-5 avec des limites. Et de l'autre côté, il y a l'API. Ça, c'est pour les développeurs, pour intégrer GPT-5 dans leurs propres applications. Et là, on ne paie pas un abonnement, on paie à l'utilisation. Et justement, pour l'API, les tarifs sont intéressants parce qu'ils sont modulables. On a le gros GPT-5, le plus puissant mais aussi le plus cher, puis on a un mini, un peu moins cher, et un nano, encore plus abordable. L'idée, c'est de pouvoir choisir le bon moteur en fonction de la course. Pas besoin d'un moteur de Formule 1 pour aller chercher le pain. Ça permet vraiment d'optimiser les coûts. Et la bonne surprise, c'est que payer à l'usage, ça ne veut pas dire se ruiner.
Pour des usages modérés, disons un petit projet personnel, de l'automatisation à la maison, les premiers retours parlent de quelques centimes, voire quelques euros par mois. Donc non, ce n'est pas une technologie réservée aux géants du numérique, c'est accessible. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et surtout, vers quoi on se dirige? Si on devait résumer, GPT-5, c'est une IA unifiée, plus maligne, plus rapide. Et surtout, elle se trompe beaucoup, beaucoup moins. Elle code comme une championne, on peut y accéder gratuitement via GPT, et son API est flexible et abordable. Bref, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est vraiment un pas de plus vers une IA qui sera utile, fiable et présente partout. Et ça nous amène à cette question finale. Jusqu'à présent, l'IA était un outil, un super marteau, une super calculatrice. Avec cette nouvelle génération, la frontière se brouille. On parle de collaborateurs. La vraie question, ce n'est plus de savoir ce que l'IA peut faire. La question c'est, comment allons-nous, nous, humains, apprendre à travailler, à créer, à penser avec elle? C'est là-dessus que je vous laisse. Merci de m'avoir écouté.